Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose ma critique de Tainted Grail. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Avant de plonger dans ma critique, laissez-moi mettre au clair quelques informations pertinentes. Premièrement, cette critique ne va pas contenir de divulgachage, de spoiler ou quoi que ce soit. Peut-être quelques informations très minimes, mineures même, comme par exemple la mise en place du tutoriel qui nous apprend à jouer avant même de plonger dans notre campagne et quelques éléments de jeu génériques que j'ai disposés un peu partout autour de la table de façon aléatoire. Mais rien qui ne va gâcher votre expérience de jeu. Deuxième information pertinente, c'est de savoir que Awaken Realms, la compagnie derrière le jeu, ne m'a pas fourni de copie pour vous en parler, pour vous en faire la critique. Je n'ai même pas backé le jeu sur Kickstarter. En fait, j'ai récupéré la copie de Vince et j'ai décidé, après quelques heures d'expérience, de vous en faire ma critique pour vous partager mon ressenti, mon expérience de jeu. Mais ce n'est donc pas une copie qui m'a été fournie par l'éditeur d'aucune façon. Vous devez également savoir mon arrière-plan, combien d'heures j'ai passé dans l'univers de Avalon. En fait, au moment de filmer cette vidéo, j'ai passé près de 20 heures, oui, 20 heures dans l'univers de Tainted Grail. J'en suis, je crois, en cours du 5e chapitre sur un total de 15. Que voulez-vous, j'avance très lentement, j'aime l'exploration. Je joue en solitaire, par contre j'incarne deux personnages, Ellie et Arev. Et vous devez également savoir, puisque ça pourrait être pertinent pour certains d'entre vous, que je n'ai pas vraiment aimé le jeu du 7e continent, qui est un jeu qui reprend un peu ce principe d'un jeu dont vous êtes le héros, un jeu ouvert, un univers ouvert dans lequel on doit faire beaucoup d'exploration, bien que les deux jeux soient très différents. Vous devez savoir que je n'ai pas beaucoup apprécié, même pas du tout apprécié le 7e continent, et donc j'avais hâte de me forger mon opinion sur Tainted Grail. Et finalement, dernière information très pertinente, c'est que je m'apprête à vous dire une tonne d'informations. Parfois des points positifs sur le jeu, parfois des points négatifs et parfois des points constructifs. Je vous vends la mèche en vous disant que je vais même probablement soulever plus de points négatifs que de points positifs. Et toutefois, ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé le jeu. C'est pourquoi je veux le dire maintenant, là, tout de suite au début de la vidéo. J'aime Tainted Grail, je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant, immersif, on va revenir dans quelques instants, mais après 20 heures de jeu, au moment de filmer cette vidéo, je veux commencer en disant que j'aime le jeu, peu importe ce que je m'apprête à dire, il y a des gens qui vont compter le nombre d'arguments positifs, le nombre d'arguments négatifs et qui vont dire « Ah, il a dit plus de points négatifs que de points positifs, donc il n'aime pas le jeu. » Ici, c'est pas ça du tout, je vais y revenir un peu plus tard. Alors je commence avec les éléments que j'aime beaucoup de Tainted Grail. Premièrement, le jeu est magnifique, à couper le souffle. Le matériel est de qualité exceptionnelle, les figurines sont de bonne qualité, les plateaux individuels des joueurs avec une double épaisseur dans lesquels on peut ranger nos petits cubes sans qu'ils bougent, nos marqueurs également qui sont faits de façon très bien réfléchie, les fiches de personnages qui sont recto verso comme ça qui peuvent s'incruster dans nos plateaux. Les cartes sont de bonne qualité également. Les illustrations sont superbes sur chacune d'entre elles. Il y a une tonne d'illustrations sur les lieux qu'on peut visiter. En plus, on a une 25 cartes uniques propres à chacun des personnages avec des illustrations uniques aussi. Alors ça, c'est vraiment un gros plus. Il y a deux petits détails toutefois qui ne m'ont pas impressionné côté production. Premièrement, les petits cadrans comme ceci. Alors ici, j'ai
Ça, c'était un des add-ons, je crois, du Kickstarter. Ce sont les cadrans, les pièces qui sont métalliques, alors que le jeu de base vient avec la même chose, mais en plastique gris. Et c'est dur, c'est pas très lisible de loin, puisque c'est sombre, et c'était la même chose également avec les disques, les cadrans de plastique. À moins d'apposer un peu de peinture ou de feutre pour faire ressortir les chiffres de 1 à 8, qui sont cruciaux, qui sont hyper importants, ça peut être quelque chose qui est difficile de lire. Et je suis pas non plus un grand fan des fameux cubes universels qui représentent absolument tout, qui représentent des attributs, qui représentent de la nourriture, qui représentent de la richesse, qui représentent de la réputation, de l'expérience, de la magie. Je suis pas un grand fan de ça. Je trouve que dans un jeu aussi immersif, on aurait très bien pu avoir des cubes de différentes couleurs. Peut-être qu'on aurait pu même pousser jusqu'à avoir des jetons ou des différentes représentations, des tokens qui représentent un peu mieux les différentes ressources. Mais bon, c'est mes deux seuls soucis parce que le jeu est magnifique. Deuxième point que j'aime beaucoup de Tainted Grail, c'est l'histoire. L'histoire est immersive, elle est vaste, elle est envoûtante. On est plongé dans la peau, non pas d'un héros, mais bien le contraire en fait. Un simple villageois dans un petit village perdu sur un grand continent. Et du jour au lendemain, on apprend que les grands héros de notre région ont quitté la ville sans nous, bien évidemment, puisqu'on n'est pas du tout équipé ou même qualifié pour mener une telle quête. Et donc, on est laissé à nous-mêmes. On n'est pas un héros, on est un nobody, on est personne. Et en cours de campagne, on va découvrir une tonne d'informations sur le continent, sur l'île sur laquelle on se trouve, des choses qui vont, des morceaux, des bribes d'informations qui vont se mettre ensemble, qui vont commencer à faire du sens, et il y a une tonne de choix. Je trouve que l'aspect histoire dont vous êtes le héros ou jeu dont vous êtes le héros prend vraiment vie ici, entre autres justement grâce au journal d'exploration, je reviens dans quelques instants, qui va vous offrir d'ailleurs ces fameux choix. Vous allez arriver dans un lieu, vous allez pouvoir décider à qui vous voulez parler, qu'est-ce que vous voulez dire, comment vous voulez interagir avec ce personnage. Et d'ailleurs, selon les choix que vous allez faire, eh bien, vous allez débloquer des statuts. Les statuts, ce sont des bribes d'informations, des connaissances, des interactions, des choix que vous avez faits qui influencent de façon radicale votre histoire, vos antécédents, vos choix et même votre futur. Il faut dire également que l'histoire, la trame narrative, est assez sombre, bien qu'on soit dans un univers fantastique, c'est du fantastique dark. Troisième point, eh bien, c'est le sentiment d'exploration. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est au rendez-vous. Vous allez commencer, comme je vous le disais, votre campagne sur un petit lopin de terre, sur une fermette, loin de tout, loin de la civilisation, loin de l'action, et vous allez progressivement explorer les régions autour, et à chacune des cartes où vous allez aboutir, vous allez pouvoir décider de faire l'une des nombreuses actions que vous pouvez faire dans ce jeu, c'est-à-dire explorer. À ce moment, vous allez prendre la carte, vous allez la retourner, vous allez pouvoir prendre connaissance des informations qui sont à l'endos, ou alors vous allez pouvoir aller directement dans le journal d'exploration au numéro indiqué, dans ce cas-ci chapitre 104, vous allez pouvoir avoir les mêmes informations qui sont au dos de la carte si vous voulez vous éviter des manipulations. Et bien souvent, ce qui arrive à ce moment, c'est que vous avez une panoplie de choix à faire. Chacune de ces cartes va vous offrir au moins parfois 5, 6 avenues différentes qui elles-mêmes vont déboucher sur d'autres options. Chacune de ces cartes est en soi un mini-jeu, une mini-aventure, et le monde est tellement vaste que vous n'avez pas le choix de ressentir ce sentiment d'exploration. Vous allez être bombardé d'informations, également des tâches que vous pourrez, si vous le désirez et si le temps vous le permet, essayer de réaliser. Alors le sentiment d'exploration
d'exploration, de découvrir toute cette île, c'est vraiment au rendez-vous, surtout comme je le disais à l'instant, avec la personnalisation également de vos connaissances selon les choix que vous allez faire avec la feuille de statut, c'est vraiment génial. La quatrième chose que j'aime beaucoup dans Tainted Grail, c'est le système de résolution des épreuves. Fini les systèmes de résolution où on lance une tonne de dés sur la table en se croisant les doigts, en soufflant sur les dés, en espérant que la chance soit de notre côté. Non, ici on a remplacé ça par un système de gestion de cartes. Dans Tainted Grail, vous avez deux résolutions d'épreuves possibles, des combats ou alors de la diplomatie. Vous allez avoir un paquet pour chacun de ces systèmes et de ces types d'épreuves plutôt, et on a décidé, et c'est ce qui est génial, d'utiliser la même base de système pour les deux types de résolution. Alors les combats vont se résoudre presque de la même façon que les épreuves de diplomatie. Lorsque vous allez faire une interaction agressive avec un ennemi, il est possible que vous rencontrez des humanoïdes, par exemple, qui veulent vous attaquer, vous voler, des créatures de la forêt, des créatures surnaturelles, ou alors des altercations avec d'autres personnages ou des événements. Et à ce moment, vous allez devoir soit combattre, ou essayer d'utiliser vos talents diplomatiques pour résoudre la situation. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que nous allons avoir des cartes en main et on va essayer d'agencer des petits encadrés qui correspondent à nos 6 attributs de personnages aux autres encadrés sur les prochaines cartes qu'on mettra en jeu qui représentent quant à eux, des bonus. Lorsqu'on est en situation de combat, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut infliger un nombre de points de dégâts suffisant pour mettre à terre la créature qui est devant nous et la vaincre. Si on est en situation diplomatique, ce qu'on veut en fait, c'est de réussir l'espèce de bras de fer que le système va nous proposer. On a une jauge, une échelle sur le côté de la carte, et on aura un cube qui va soit monter ou descendre cette échelle. Pour réussir l'épreuve, on doit amener le cube dans la première case en haut. Il peut y avoir différentes étapes à la résolution de ces épreuves diplomatiques, mais c'est génial le fait que les deux systèmes fonctionnent avec la même base, on ne se complique pas la vie et à chaque fois c'est un petit casse-tête qu'on doit résoudre. Je continue avec quelques éléments que je n'ai pas détestés, mais que je n'ai pas non plus vraiment aimé dans le jeu, des choses qui pourraient être améliorées, qui m'ont laissé un peu de glace, si on veut. Premièrement, l'aspect de développement du personnage. On est des nobody, comme je le disais, on est personne, et on va se transformer ultimement en cours de campagne, en combattant, en héros. Alors on va développer nos attributs, on va débloquer également des compétences qui vont nous rendre plus performants dans différents aspects, soit diplomatiques ou en situation de combat. Et ça, je trouvais ça génial. J'aime beaucoup le fait de pouvoir développer et personnaliser mon personnage. Par contre, tous ces attributs, ces compétences, même les objets qu'on va récupérer, c'est difficile en début de campagne de prendre une direction. C'est difficile de savoir que Ellie serait, par exemple, plus compétente si je lui mettais beaucoup de points dans son attribut qui développe l'empathie. Et comment je fais pour le savoir? Il faudrait que j'aille consulter les cartes qui lui sont uniques à elle, qui lui sont propres, et que j'essaie de voir qu'est-ce qui est le plus performant, parce que oui, on aura la possibilité de bâtir, j'en ai même pas parlé, mais on aura la possibilité de personnaliser notre paquet de cartes en y ajoutant parfois des nouvelles cartes, en soustrayant, en les remplaçant. Mais c'est difficile en début de partie quand on ne connaît pas les spécialités ou les cartes qu'on n'a pas encore sous la main de prendre une décision. Et les points d'expérience en début de campagne sont assez difficiles à récupérer. Alors on ne veut pas faire un mauvais choix. D'ailleurs, ça m'amène un peu aussi à parler des fameuses compétences. Je trouve qu'il y a clairement des compétences qui sont meilleures que les autres pour tous les personnages. Il y en a qui semblent complètement inutiles comparativement à d'autres qui sont, selon moi, des must qu'il faut absolument avoir, qui sont incontournables. Alors, il semble y avoir un petit débalancement au niveau de ces compétences, mais bref, c'est sympathique, mais j'ai l'impression que
il manque quelque chose pour ce qui est du développement du personnage en cours de campagne. Un autre point sur lequel je ne suis pas sûr, c'est la configuration idéale pour y jouer. Alors moi, comme je vous le disais, je me suis lancé dans l'aventure, dans la campagne, en jouant en solitaire, mais en incarnant deux personnages. Ça aurait été possible pour moi de le faire avec un seul. J'ai décidé d'en utiliser deux pour avoir deux visions différentes du jeu, un peu plus de flexibilité également, deux approches différentes, un personnage qui est plus axé sur le combat et une davantage sur la diplomatie. En solo, je trouve que ça marche très bien, ça roule très bien, c'est rapide, c'est satisfaisant et tout ça. À deux joueurs, je pense que je me risquerais, je l'essayerais de me lancer dans une campagne, mais avec la bonne personne. C'est un jeu qui est très dense, qui peut être lourd même. Il y a beaucoup de lecture, tout de même des choix à faire, il faut s'entendre, il faut être d'accord. À deux joueurs, c'est possible. À 3, à 4, jamais je vais me lancer là-dedans, je ne vais jamais même y penser, l'imaginer. C'était la seule et unique fois que j'énonçais cette idée. C'est hors de question pour moi. Si vous l'avez fait, une campagne de Tainted Grail à 3 et à 4, laissez-moi un commentaire, je veux savoir ce que vous en avez pensé. Je parle maintenant de la rejouabilité parce que oui, c'est une campagne, 15 scénarios. Au terme de ces 15 scénarios, vous aurez peut-être cumulé 50 heures, peut-être 60 heures de jeu et c'est possible de tout remettre à zéro. C'est pas un jeu legacy, on ne déchire rien, on n'altère rien. C'est possible de tout remettre à zéro, d'incarner un autre personnage et de relancer une campagne. Alors l'aspect rejouabilité est-il vraiment présent? Je crois que ça a du potentiel. Évidemment, comme dans tous les jeux dont vous êtes le héros, vous allez avoir des directives en tête, vous allez avoir des directions claires, vous allez savoir que non, il ne faut pas que j'aille parler à ce personnage-ci, non, il ne faut pas que j'aille dans la forêt à ce moment-là, oui, il faut absolument que j'aille voir ce sorcier à ce moment-ci, ça va être crucial. La dernière fois, je l'avais découvert beaucoup trop tard. Alors oui, vous allez avoir ces petites pistes-là. Par contre, comme je vous disais un peu plus tôt, tout l'aspect de l'histoire et d'exploration au terme d'une campagne, on a vu, je ne sais même pas quel pourcentage de ce que l'univers propose. Il y a une tonne de choix qui vont nous couper des possibilités, des interactions par la suite, des choix qu'on va faire qui vont nous déployer vers un nouveau chapitre, mais il y a des chapitres qu'on ne verra pas ou des pans de chapitres qu'on ne verra pas. Alors je crois qu'il y a du potentiel à réessayer une campagne. Par contre, ce n'est pas sans effets secondaires, si on veut, ou sans irritants. Vous allez certainement devoir relire beaucoup d'informations que vous connaissez déjà. Peut-être que pour certains, c'est trop, alors que pour d'autres, peut-être que ça ne vous dérangera pas. Je termine avec 3 éléments qui m'ont vraiment, et je ne le cache pas, mais vraiment déplu du jeu. Le premier, c'est selon moi le pire, c'est la gestion. Dans Tainted Grail, on est constamment sollicité de tous les côtés. Et ça a du bon parce que ça nous garde actifs, ça nous garde en pleine interaction avec le jeu en tout temps, mais on est toujours en train de gérer quelque chose et je crois que ça mine l'aspect narratif, l'aspect d'exploration du jeu. Je m'explique. On a 3 types de gestion à mes yeux dans le jeu. On a la gestion du temps, on a la gestion de l'énergie et on a la gestion des ressources. La gestion du temps, pourquoi? Parce que vous allez avoir des quêtes principales, vous allez avoir une trame narrative à suivre, mais en cours de campagne, vous allez être bombardé d'informations, de quêtes secondaires, de tâches que vous pouvez réaliser. Oh, j'ai entendu parler d'un forgeron dans tel village qui est en train de préparer une arme légendaire. Pouvez-vous aller le rencontrer pour demander, obtenir des informations, vérifier si la rumeur est vraie? Et là, c'est pas du tout sur votre chemin, mais votre curiosité est piquée, vous voulez aller le voir. Vous pouvez le faire, le jeu vous le permet. Par contre, il y a également un système d'événements, de cartes événements qui vont vous mettre de la pression pour vous dire là, tu es en train un peu là, de t'éloigner de ta quête principale. Et si tu continues comme ça, tu vas être un peu pénalisé. Il y a des événements négatifs qui peuvent arriver et qui vont commencer à te ralentir. Alors oui, il y a cette gestion-là du temps. Combien de temps est-ce que je vais continuer à investir dans mes quêtes secondaires avant de revenir à ma quête principale? Il y a également la gestion de l'énergie. Alors l'énergie, c'est ce qui nous permet d'effectuer des actions. Selon nos personnages, selon les objets qu'on a, on peut avoir plus ou moins d'énergie à chaque
tour, à chaque jour dans le jeu. Vous allez avoir besoin d'énergie pour vous déplacer, pour interagir avec des personnages parfois, pour activer des actions, des cartes, pour activer vos actions personnelles, pour activer ces menhirs géants également qui vont vous donner accès à de nouveaux lieux. Et cette énergie, donc, on doit bien la gérer parce que dans notre tour, vous ne pourrez pas faire tant d'actions que ça. Il y a toujours des événements qui vont vous en enlever, parfois des rencontres qui vont vous en enlever, également des imprévus. Alors, on doit constamment la gérer. Mais finalement, la dernière chose qui est selon moi la pire dans l'aspect de la gestion, c'est la gestion des ressources. Alors, on a de la nourriture, on a de la richesse, on a de la réputation. L'expérience n'est pas vraiment une ressource, mais quand même. Et on a surtout de la magie. Et ces quatre choses-là, on devra les gérer pour plusieurs choses. Parfois pour réaliser des actions, parfois pour interagir avec des personnages, mais surtout pour activer les menhirs. Les menhirs, c'est ce qui nous donne accès, comme je le disais, aux tuiles adjacentes à sa position. Sans menhir, vous ne pouvez pas explorer. Et les menhirs, on a des règles concernant leur disposition. Ils vont avoir des emplacements qui sont fixes dans la plupart des cas et on ne pourra pas donc les déplacer, on ne pourra pas les changer de place ou quoi que ce soit. Ça, c'est coulé dans le béton. Et pour vous déplacer, vous devez activer des menhirs. Mais pour activer des menhirs, vous allez devoir avoir accès à une tonne de ressources. De la nourriture, de la richesse et de la magie, parfois de l'énergie, parfois même des points de santé, parfois même de la réputation. Alors vous allez devoir faire des allers-retours à gauche, à droite pour aller chercher de la nourriture. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train d'explorer, vous n'êtes pas non plus en train de mener à terme votre mission principale, vous êtes simplement en train d'accumuler des ressources pour activer un menhir qui va éventuellement vous donner accès à des nouveaux lieux. Et selon moi, cet aspect-là de gestion vient complètement asphyxier, restreindre l'aspect narratif, l'aspect d'exploration dans le jeu. Le prochain élément dont je veux vous parler, je l'ai ressenti à partir du chapitre 4, peut-être 5, c'est que c'est un jeu qui a un sentiment très répétitif. Et là, comprenez-moi bien, quand je parle de répétitif, je ne parle pas du côté narratif, je ne parle pas de l'histoire, des découvertes que vous allez faire. Ça, c'est génial, c'est unique. Je parle justement des fameux allers-retours que vous allez devoir faire. Je m'en vais sur cette tuile, j'effectue l'action, je récupère de la nourriture, je m'en vais sur cette tuile, j'échange 2 nourritures contre 2 richesses, je m'en vais sur cette tuile, j'échange une richesse contre un élément de magie, je reviens à mon point de départ, j'active le menhir. Et vous allez devoir faire ça plusieurs fois pour, comme je le disais, vous offrir de nouveaux horizons, pour vous déplacer simplement. Alors, il y a des aspects répétitifs dans la gestion, mais il y a des aspects également répétitifs dans la résolution des rencontres. À un certain moment donné, vous allez piocher une carte, vous allez dire « Ah, c'est encore la bande de brigands ». Vous allez exactement savoir les cartes que vous avez dans votre paquet et sans trop réfléchir, vous allez, si vous avez un personnage qui est très performant, régler la rencontre dans le temps de le dire. La diplomatie également peut être réglée au premier tour assez facilement des fois. Alors il y a ce sentiment-là des fois où c'est répétitif. On fait les choses parce qu'on est contraint de le faire. On doit piocher une carte. Je sais déjà que je vais la réussir, mais je le fais quand même. Et finalement, le dernier point dont je vous parle, c'est plutôt quelque chose que j'aurais voulu voir dans le jeu. Il s'agit d'un dévoilement progressif. On est dans un univers ouvert. Au début de la partie, vous allez peut-être avoir une direction un peu floue. On va peut-être vous dire quelque chose qui s'est passé au nord. Mais si vous décidez d'aller voir ce qui se passe au sud, si vous décidez d'aller explorer l'ouest et l'est même, vous pouvez le faire. Et ça, en fait, ça fait en sorte que même si vous avez des directions parfois, vous avez la possibilité d'aller où vous voulez. Il n'y a pas, du moins de ce que j'ai vu, à quelques exceptions près, il n'y a pas de zones qui sont complètement fermées, qui sont inaccessibles. Et je crois que ça aurait pu être positif d'avoir pendant peut-être le premier tiers de la partie, les 5 premiers chapitres, avoir accès seulement à une partie de l'île. Vous apprenez ce qui s'y passe, ce qui s'y trouve, toujours en partie. Ça vous empêche de vous écarter, de trop vous éparpiller autour de l'île.
Et à un certain moment donné, il y a un événement qui vous ouvre une nouvelle partie de l'île. Et là, on a le sentiment d'exploration qui revient. On ne sait pas ce qu'il y a là. Peut-être des nouvelles règles même qu'on pourrait ajouter. Oui, il y a quelques nouvelles règles, quelques nouveaux éléments, emplacements qui peuvent peut-être apparaître en cours de campagne, mais c'est minime. Selon moi, le jeu aurait vraiment bénéficié de ce sentiment-là de découverte, d'exploration ou de développement progressif. Même les types de rencontres, je crois que ça aurait été intéressant d'avoir des types de cartes qui sont propres, qui sont strictes à certaines régions, peut-être des rencontres qu'on ne fait que lorsqu'on est dans les marais, lorsqu'on est dans la forêt, etc. En terminant, je tiens à souligner l'aspect qui est selon moi le plus important. La chose à retenir de cette vidéo, c'est que même si je viens d'énumérer plusieurs points négatifs ou de choses qui m'ont déplu, qui m'ont déçu, je tiens à dire, comme je l'ai dit au début, que j'aime Tainted Grail. Les 4 points positifs avec lesquels j'ai commencé la vidéo sont selon moi tellement bien, tellement intéressants qu'ils viennent atténuer presque complètement mes déceptions. Je suis quand même capable d'avoir un regard critique et de voir les défauts, ce qui me déplaît dans le jeu, mais les points positifs viennent pour moi un peu mettre de côté ce qui me déplaît. Je suis convaincu que l'aspect de gestion vient étouffer l'aspect narratif que je trouve exceptionnel dans ce jeu-là et j'ai hâte de retourner à ma campagne, j'ai hâte de savoir, de découvrir d'autres informations sur le lieu dans lequel je me trouve, les différents mystères dont j'ai entendu parler, j'ai hâte d'aller régler tel conflit et tout ça. Je sais par contre que je vais probablement continuer d'être déçu par le jeu. Ce n'est pas un jeu qui est parfait. Ce n'est certainement pas le jeu par excellence côté narration non plus. Quoique, selon moi, il est vraiment meilleur que ce que le 7e continent a à proposer. Mais toutefois, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Tainted Grail. Alors voilà pour ce qui est de ma critique de Tainted Grail. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo pour me partager si vous êtes en accord ou en profond désaccord avec ce que j'ai énoncé dans ma critique, pour me partager également vos expériences de jeu dans celui-ci. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette critique et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.